Le mercredi 30 novembre 2022 à 17h40, le poste de police du comté de Wythe dans l'État du Texas aux États-Unis reçoit un appel inquiétant d'une femme. Cette femme dit s'appeler Lizzie Strand et explique que sa belle-fille Athena a disparu depuis maintenant 1 heure. Une patrouille se rend alors à l'adresse indiquée. Une description physique de cette fillette de 7 ans est faite. Elle mesure 1,20 m, elle est blonde, elle a les yeux bleus, elle porte une chemisette grise à manches longues, un jean avec des fleurs imprimées sur les poches et des bottines marron. Des volontaires se mobilisent pour la chercher toute la nuit et l'alerte Amber n'est déclenchée que le lendemain après-midi. Aucune trace d'Athena. Jusqu'à ce que quelques jours plus tard, la police fasse une terrible découverte à 15 km du domicile. Blonde hair, blue eyes, last seen wearing charcoal long sleeve shirt with white flowers, blue jean pants with flowers on the pocket. Wise County, all units responding to the missing child. She's been missing for approximately 20 minutes before mom called 911. She is missing from the house on the back of the property. They do have 2 ponds on the property as well. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis ravi de vous accueillir pour une toute nouvelle vidéo. Soyez les bienvenus si vous arrivez tout juste sur ma chaîne. Je m'appelle Charlie et depuis quasiment 2 ans maintenant, je vous expose sur ma chaîne des histoires true crime, des histoires de disparition, résolues, non résolues, des podcasts, des témoignages. Vous pouvez évidemment aller faire un petit tour, laisser des commentaires, vous abonner si le cœur vous en dit et liker les différents formats. L'histoire qui va suivre, et je tenais à vous en faire part, je tenais à vous mettre en garde avant d'aller plus loin, peut heurter la sensibilité de certaines personnes. Je vais vous raconter la tragique histoire d'Athena Strand, la tragique histoire qui a touché cette famille américaine à la fin du mois de novembre. Les détails que je vais vous exposer dans un instant, le récit que je vais en faire, peut vous mettre mal à l'aise et je tenais évidemment à vous prévenir avant d'aller plus loin. Nous sommes donc, vous l'avez compris, au mois de novembre 2022. Et il règne dans cette petite commune entourée de champs, qui porte le joli nom de Paradise, une atmosphère paisible. Paradise, c'est une petite commune de 500 habitants, située dans le comté de Wythe, dans l'État du Texas, aux États-Unis. Et c'est ici qu'Athena, une petite fille de 7 ans, passe ses vacances, dans une petite maison précisément, en bord de route, précédée d'un grand jardin. En fait, cette maison appartient à Jacob. Jacob, c'est son père, c'est le père d'Athéna. Un Jacob qui a refait sa vie depuis quelques années, depuis le divorce avec sa femme, la mère d'Athéna. Et Jacob s'est remarié avec une certaine Lizzie, une femme d'une 30aine d'années. Le rythme est très simple. Athéna passe la plupart du temps chez sa mère, en Oklahoma, et dès que c'est les vacances scolaires, elle part les passer chez son père. Et ce rythme convient à tout le monde. Athéna est heureuse quand elle est chez sa mère et c'est la même chose quand elle est chez son père. En plus de ça, elle s'entend très bien avec Lizzie. Les deux ont des rapports quasiment de mère-fille. Et c'est vrai qu'Athéna est une petite fille gentille. Elle est belle, elle est rieuse, elle est pleine de vie, elle aime l'école, elle aime le dessin et elle aime par-dessus tout, comme toutes les petites filles de son âge, la Reine des Neiges. D'ailleurs, elle se souvient très bien et elle l'a toujours chez elle, du cadeau que lui ont offert ses parents à ses 3 ans. Elle a eu la fameuse robe de la princesse Elsa. Ce fameux mercredi 30 novembre, Athéna vient d'arriver chez son père, elle est arrivée il y a quelques heures, pour passer les vacances de Thanksgiving. Et ce jour-là, eh bien, Athéna est toute seule avec sa belle-mère à la maison, parce que Jacob, son père, est parti chasser et ça doit durer 3 jours. À 16h30, juste après le goûter, il y a une petite dispute entre Lizzie et Athéna, une dispute assez banale pour une bêtise qu'Athéna aurait fait. Lizzie la gronde et Athéna monte dans sa chambre boudée, comme tous les enfants. Il va se passer quasiment 1 heure. Lizzie va vaquer à d'autres occupations, elle va s'occuper notamment du repas du soir, et puis au bout d'1 heure, elle appelle Athéna. Athéna ne répond pas, Lizzie monte donc voir dans sa chambre, et c'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle n'y est pas. Elle commence un peu à paniquer,
elle fait le tour des différentes pièces de la maison. Athéna ne répond pas. Elle va même voir dans le jardin, même si elle se dit que dehors il fait froid et que ça m'étonnerait qu'Athéna soit sortie. Athéna n'y est pas. À 17h40, Lizzie passe un coup de téléphone à la police locale. Voici ce qu'elle dit. Elle dit « Ma fille a disparu, je ne sais pas où elle se trouve, elle n'a que 7 ans, je suis très inquiète. » Le policier lui demande son nom. Lizzie répond « Je vous en prie, je m'appelle Lizzie Strand, venez, il faut la retrouver. » L'appel est bien évidemment pris au sérieux et la police se rend à l'adresse indiquée par Lizzie. Et quand ils arrivent, ils font face à une Lizzie qui est complètement bouleversée, elle est en pleurs, elle leur réexplique la situation, elle leur dit que Athéna n'est pas sa fille comme elle l'a laissé entendre au téléphone, mais que c'est sa belle-fille, c'est la fille de son mari, qui n'est pas là d'ailleurs parce qu'il est parti chasser et qu'il ne revient que dans 3 jours. Elle raconte ce passage où elle a grondé Athéna, elle dit voilà, je l'ai grondée pour une bêtise, une broutille, elle est partie monter bouder dans sa chambre, moi j'ai fait autre chose pendant ce temps-là, et en fait il s'est passé 1 heure entre le moment où elle est montée dans sa chambre et le moment où je me suis aperçu qu'elle n'y était pas. Les policiers, pour être honnête, au tout départ, sont un peu méfiants concernant l'histoire que leur raconte Lizzie. C'est vrai qu'ils ont en face d'eux une Lizzie qui était pleurée, elle est bouleversée, mais voilà, ils arrivent sur les lieux, on leur raconte ça, pour eux, ils se disent que Athéna a très certainement fugué, qu'elle n'est pas très très loin, qu'elle doit bouder dans un coin. Et puis, ils sont humains aussi, certains sont pères de famille, ils se posent la question de ce père de Jacob qui ne voit pas sa fille le reste de l'année, et quand il l'a pour les vacances, il part chasser 3 jours. C'est un jugement qu'ils se font à ce moment-là, mais voilà, ils ont un mélange de plein d'informations et de plein de choses à ce moment-là. Dans tous les cas, les policiers font le tour de la maison, ils s'aperçoivent que tout est propre à l'intérieur, il n'y a pas de signe de violence, de dispute, tout est parfaitement rangé, dehors rien à signaler. Il faut donc faire assez vite parce qu'on fait face à une petite fille de 7 ans qui ne donne plus de nouvelles là depuis plus d'1 heure, qui est très certainement dehors, et dehors, la nuit va tomber, et je vous le rappelle, on est au mois de novembre, il fait très froid. Une battue est alors organisée à ce moment-là. Des policiers des villes voisines de Fort Worth et de Bridgeport arrivent en renfort. Cette nouvelle de la disparition d'Athéna fait rapidement sensation dans la commune de 500 habitants. D'ailleurs, les habitants de la commune se joignent aux recherches, équipés de lampes frontales. Ils vont passer toute la nuit à explorer les bois, les champs, les chemins, les jardins. Des appels sont aussi lancés sur les réseaux sociaux, mais toujours rien, toujours aucune trace d'Athéna. Ce n'est qu'à 14h30, le lendemain, le jeudi 1er décembre, que l'alerte Amber est déclenchée. L'alerte Amber, c'est l'équivalent de l'alerte enlèvement chez nous. Et cette alerte Amber est très importante aux États-Unis parce qu'elle a permis, en plus de 20 ans, de retrouver plus de 1000 enfants. Et plus cette alerte Amber est déclenchée rapidement, plus on a des chances de retrouver ces enfants vivants. Parce qu'il y a cette étude qui fait très peur aux enquêteurs, la plupart des enfants qui sont enlevés sont tués dans les 3 premières heures. Dans ce cas précis, vous le voyez, l'alerte Amber n'est déclenchée quasiment que 24 heures après la disparition d'Athéna. Ça paraît totalement incroyable, parce que les enquêteurs pensent faire face à une fugue à ce moment-là. Tous les éléments qu'on leur rapporte montrent que Athéna est très certainement partie de la maison parce qu'elle s'est disputée avec sa belle-mère. Il n'y a pas d'éléments qui montrent, en tout cas à ce moment-là, qu'Athéna ait pu être en danger de quelque manière que ce soit, qu'elle ait pu être enlevée par quelqu'un. Mais franchement, on fait face à une petite fille de 7 ans qui ne donne plus de nouvelles, qui a disparu, qui est toute seule dehors, qui est livrée à je ne sais quoi. On a perdu trop de temps dans cette histoire. Surtout que les policiers en plus mettent les moyens pour la retrouver. Hélicoptère, chiens renifleurs, il y a des battues qui sont organisées. On voit que les moyens sont là. Alors pourquoi dans ces cas-là ne pas avoir déclenché cette alerte Amber, même si elle est déclenchée pour rien,
au lieu d'attendre autant de temps. La maman d'Athéna, qui vit dans l'Oklahoma, à 250 km de là, est prévenue. Elle saute dans sa voiture, elle prend la direction de Paradise. À son arrivée, elle ne perd pas de temps, elle prend part aux recherches en même temps que son ex-mari Jacob qui est revenu en catastrophe de sa partie de chasse. Et tous les deux à ce moment-là sont pleins d'espoir et ils veulent croire qu'Athéna est dans un coin, qu'elle est apeurée et qu'elle ne veut pas sortir, qu'elle s'est cachée. Les policiers font du porte-à-porte pour tenter de glaner des témoignages ici ou là dans le voisinage. Mais strictement personne n'a vu Athéna. Et les rumeurs commencent à enfler. En fait, certaines personnes pensent que Lizzie, la belle-mère, n'est pas pour rien dans cette histoire. Ils pensent qu'Athéna n'est jamais sortie de la maison et que pire, il lui est arrivé quelque chose dans la maison. Et cette rumeur enfle sur les réseaux sociaux. Les internautes s'en donnent à cœur joie, ce qui fait que Lizzie, sur Internet, est accusée de plein de choses et surtout est menacée et insultée de tous les noms. Mais le témoignage d'un voisin va venir bouleverser toutes les théories et augmenter aussi l'inquiétude. Ce voisin, qui n'habite pas très loin d'ailleurs d'Estrand, explique qu'il possède une caméra de vidéosurveillance, une caméra qui donne sur la rue. Et il dit aux policiers, écoutez, je ne sais pas si ça peut vous servir, mais sur mes images, on voit un livreur se présenter dans la rue à peu près à l'heure de la disparition d'Athéna. Alors, je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais en tout cas, voilà, il était là à ce moment-là. Les enquêteurs regardent ces images de vidéosurveillance et effectivement, on y voit un livreur, casquette sur la tête, une veste sans manches, ornée du logo d'une entreprise de livraison. Il dépose un colis devant le porche d'une maison voisine. Il est alors à ce moment-là 16h40. Très rapidement, la police contacte l'entreprise en question. Il s'agit de l'entreprise FedEx. Et FedEx remet le programme de livraison du livreur en question ce jour-là. Et les policiers remarquent que pour l'étape suivante, une fois qu'il a déposé son colis à 16h40, le livreur devait se rendre, écoutez bien, chez la famille Strand. Alors que s'est-il passé? Est-ce que ce livreur a commis un enlèvement? La réponse, les enquêteurs vont l'obtenir. Et ils vont l'obtenir grâce à une autre image de vidéosurveillance d'un autre voisin qui donne sur la maison d'Estrand. Ces images n'ont pas été encore diffusées par la police, mais voici ce qui a été rapporté. La scène se déroule à 16h50. La camionnette du livreur en question s'engage sur le chemin, un chemin qui mène à la maison d'Estrand. C'est alors que ce chauffeur aperçoit Athéna, et contrairement à ce que croit Lizzie, à ce que croit la belle-mère d'Athéna, elle n'est pas partie bouder dans sa chambre, mais elle est partie au fond du jardin. Ce jardin qui se trouve devant la maison. Et le livreur va commettre un acte odieux. Il va se jeter sur elle et il va la forcer à monter dans la camionnette et va repartir sans que personne n'ait rien vu, rien entendu. Là, pour les policiers, il y a urgence, il faut absolument retrouver cet homme. L'entreprise réagit rapidement et donne le nom de cet homme. Il s'appelle Tanner Horner, il a 34 ans, il habite Lake Worth, une petite commune rurale située à moins de 15 km. On vérifie, il n'a pas de casier, il est originaire de la région, il a longtemps été chauffeur Uber avant de devenir livreur. Et sur sa page Facebook et sa page Instagram, il se présente comme musicien. D'ailleurs, quand on creuse un petit peu, le texte d'une de ses compositions fait froid dans le dos. Parfois je l'entends pleurer, le silence est le truc le plus pourri qui existe, je suis vide à l'intérieur et pourtant je me sens vivant. Le vendredi 2 décembre, les enquêteurs se rendent au domicile de ce Tanner Horner. Et ils se rendent chez lui pour l'interpeller pour le kidnapping d'Athéna. Les images parlent d'elles-mêmes. Les voisins sont abasourdis, on le voit sortir entre deux policiers, la tête basse, il est menotté. Le quartier, clairement, a du mal à comprendre ce qui se passe et a du mal à croire ce qu'on leur explique. Parce que pour eux, le profil de cet homme qu'ils côtoient ne correspond pas. Il est poli, il est discret, il vit d'ailleurs toujours chez sa mère et sa grand-mère. On le voit chaque jour aller et venir au volant de sa fourgonnette. Il a même une fiancée qu'il doit bientôt épouser. Mais dès le début de sa garde à vue et face aux images qu'on lui dévoile, Tanner passe aux aveux. Oui, il a bel et bien enlevé Athéna. Et il va plus loin, parce que lui, il dit qu'il l'a tuée, sans en dire plus. Il précise tout de même où il s'est débarrassé du corps, sur les rives du fleuve Trinity, pas très loin de chez lui. Les policiers vont sur place, et effectivement, ils découvrent Athéna, ils découvrent son corps, elle est bien là, au fond d'un fossé. C'est un véritable choc.
À l'annonce de la nouvelle, les gens sont totalement bouleversés et on apprend qu'Athena Strand aurait perdu la vie environ 1 heure après sa disparition, sans qu'on ne sache à ce moment-là la façon dont elle a été tuée. Mais Tanner Horner, lui, va se défendre et va expliquer finalement que c'était un accident. Voici ce qu'il raconte aux enquêteurs. Il explique que ce jour-là, il est arrivé avec sa camionnette et qu'en manœuvrant avec sa camionnette, en reculant, il a tapé Athena qui était dehors à ce moment-là. Elle s'est relevée, mais pour éviter qu'elle ne raconte ce qui venait de se passer, il l'a fait monter dans sa camionnette. Il a tout d'abord essayé de lui casser le cou avant de l'étrangler pour qu'elle ne raconte rien. Voici sa version. Une version, vous comprenez, qui ne tient pas parce qu'on a ces images de vidéosurveillance à 16h50 où on le voit emmener de force la petite Athena dans sa camionnette. Cette tragédie a touché le pays entier, les hommages arrivent de partout, mais le message qui est le plus émouvant est celui de la maman d'Athena, qui s'appelle Metlin. Un message qu'elle a publié sur Facebook. Ma princesse m'a été arrachée par un monstre. Athéna était la plus adorable, la plus joyeuse, la plus innocente des enfants, ne l'oubliez jamais. Je veux que celui qui a pris mon bébé ne puisse plus entrer dans une ville, un État ou un pays du monde sans qu'on reconnaisse son visage d'assassin. Une maman qui est totalement bouleversée et qui a révélé d'ailleurs un détail déchirant lors d'une conférence de presse qu'elle a donnée quelques jours d'ailleurs après son message sur Facebook. Elle est arrivée face aux journalistes avec une boîte. Dans cette boîte se trouvaient des Barbies et ces Barbies étaient en fait le cadeau de Noël d'Athéna. Et pire encore, cette boîte de Barbie, c'est le colis qui a été livré ce jour-là par Tanner Horner. Lors de cette conférence de presse, elle s'est donc exprimée. Voici ce qu'elle a dit. Le colis déposé ce jour-là était un cadeau de Noël pour la petite fille incroyable que tu étais. J'avais demandé à ce que sur la boîte, il y ait écrit « Tu peux être qui tu veux ». Elle a aussi expliqué qu'Athéna devait rentrer dans l'Oklahoma après les vacances de Noël, mais maintenant, au lieu de ça, eh bien, elle sera incinérée et elle va rentrer à la maison dans une urne parce que je ne suis pas prête à laisser partir mon bébé. Voilà les mots de sa maman. Le grand-père d'Athéna, qui s'appelle Mark Strand, a lui aussi partagé son émotion sur Facebook dans un message bouleversant. Un message dans lequel il explique son chemin vers le pardon. Il commence tout d'abord par reconnaître sa colère. Cette chair, cet homme que je suis, est en colère. Et je veux 5 minutes seul dans une cellule avec le psychopathe qui nous a enlevé notre Athéna. À la suite de son message, il révèle qu'une autre voix l'appelle au pardon. Mais il y a une douce voix derrière ma tête qui me dit que je dois lui pardonner. Cet homme de chair veut que ce psychopathe brûle en enfer pour l'éternité. Pourtant, cette douce voix continue de me dire « je dois lui pardonner ». Cet homme de chair espère qu'il reste aveugle et sourd au message du salut et qu'il ne mettra jamais les pieds dans le même paradis où réside aujourd'hui, j'en suis sûr, Athéna. Et il continue dans son message, il ne veut pas laisser la haine prendre racine dans son âme. Pourquoi, demandez-vous ? Parce que la haine est une force puissante qui prendra racine dans votre âme. Dieu veut tous nous protéger de cette haine. La haine est la porte du mal que nous voyons grandir dans le monde d'aujourd'hui. Si vous teniez cet homme devant moi en ce moment, à cause de la haine qui essaie de s'enraciner dans mon esprit, je le tuerais probablement. Alors cette haine s'enracinerait dans mon cœur et me détruirait. De son côté, la société FedEx a pris ses distances par rapport au chauffeur et s'est dite choquée par cette terrible nouvelle en présentant toutes ses condoléances à la famille d'Athéna. Aujourd'hui, l'homme en question n'a toujours pas donné les raisons de son terrible geste, n'a toujours pas expliqué les motifs. Avait-il des antécédents si on se fie à son casier judiciaire qui était vide? Non, mais en feuilletant, en analysant, en essayant de regrouper différentes informations, en essayant de trouver des choses, même si ça reste que sur les réseaux sociaux, que ce soit sur sa page Facebook qui est toujours active ou sur les profils des amis et d'une de ses anciennes petites amies notamment, j'ai trouvé un commentaire assez étrange qui n'avait d'ailleurs pas été effacé par son ex-petite copine d'époque. C'est un commentaire d'une personne qui commente justement la photo de sa fameuse petite amie à l'époque, un commentaire qui remonte à 3 ans et qui lui demandait si elle était au courant que son mec était un violeur. Et ça fait aujourd'hui écho à cette terrible histoire, même si on ne sait pas si la pauvre petite Athéna a été violée, a été abusée. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Quelques jours après l'enlèvement et le meurtre de la petite Athena Strand, un message Facebook est venu assombrir le passé de Tanner
Horner. C'est un message qui a été diffusé par une certaine Shay Marie. Je vous ai fait une capture d'écran du message qu'elle a laissé sur sa page Facebook. Voici ce qu'elle dit, je vous traduis. Tanner Lynn Horner, l'homme qui m'a violé quand j'avais 16 ans, il y a maintenant 8 ans, a tué Athena Strand, une petite fille de 7 ans. J'espère que la famille obtiendra justice, j'espère qu'il pourrira. Voici le message qui a donc été publié par cette jeune femme qui a aujourd'hui 25 ans. Le message est un peu plus long sur Facebook. Elle a également publié une très longue vidéo dans laquelle elle explique ce qui lui est arrivé quand elle avait justement 16 ans et elle raconte les détails sur son viol, un viol perpétré par Tanner Horner. Je vous laisse l'intégralité de son message vidéo, une vidéo que je vous ai traduite. If you've seen my Facebook post, you've already seen it, you already know. And thousands of people have. And I'm overwhelmed by the amount of support and love that I've been receiving. The man, Tanner Lynn Horner, who murdered Athena Strand, a 7-year-old girl from Paradise, Texas. I was 16, 8 years ago. I was dealing with a lot of traumas at the time, dealing with a lot of heartache. I had just gone through my first breakup, and was hanging out with people I shouldn't have. His friend came and picked me up one night to go to one of their bandmates' house for band practice. We got drunk. I remember going to bed. I remember him trying to cuddle with me. I remember telling him I don't want to. And then the next thing I remember is him on top of me and his sweat dripping into my mouth and being on my stomach with my hands tied, pinned behind my back. The next morning, I didn't remember what happened because I was blackout drunk. Even now, I only remember bits and pieces. Then they had their band practice the next day, and then his friend Cody drove me and him to his house, Tanner's house, where he lived with his grandparents. And he, at the time, lived in a shed in their backyard, like he had converted it into a bedroom. We did acid that night, and at the end of the come down, which was about 8 o'clock or so, the next morning, 7 o'clock, something along those lines, he tried to have sex with me, and that's when all the memories came flooding back, and I started to panic. He wouldn't stop touching me. He wouldn't stop touching my side. He wouldn't stop touching my legs. He wouldn't stop touching my arm. Nobody believed me. I should have, but I was 16. I was already dealing with a bunch of other traumas that I was going through at the time. And I was scared. I spent years on Facebook saying his name, telling my story. But it got nowhere. I'd get a few comments here and there, you know, maybe a few reacts, but nobody really took it seriously. And when the news broke of whose name it was and people started looking him up on Facebook, they found my name in my posts that I tagged him in, or talked about him in. So I've had a few people tell me that I should come forward and tell my story, and I've received so much support, like an overwhelming amount of support. And I've gotten a few negative comments here and there, you know, people saying that if I would have reported, then she would have been alive, and this, that, and another. But the reality is if I would have reported, he probably would have gotten out anyways. I was 16, I was drunk, I was high, like, they wouldn't have believed me. Sorry, that was my kids. Dans tous les cas, aujourd'hui, Tanner Horner est incarcéré. Il ne devrait plus aller nulle part puisqu'il est inculpé de meurtre
et d'enlèvement aggravé, il encourt la peine de mort. Voilà, c'est la fin de cette histoire, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. On va se retrouver très bientôt pour d'autres vidéos. Il y a des enquêtes qui arrivent également avec l'application BlackTrack, vous savez, des enquêtes sur des disparitions françaises pour le moment, et on s'intéressera à d'autres disparitions. Si d'ailleurs il y a des histoires que vous souhaitez que j'aborde, des disparitions mystérieuses en France qui ne sont pas forcément médiatisées, n'hésitez pas à m'en parler et évidemment je creuserai et j'essaierai d'aller un petit peu plus loin sur ces histoires et ces faits. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut.